famille complice. Le podcast qui fait grandir même les parents. Un podcast réalisé par les éditions Mango. Bonjour. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Chaque jour, je m'émerveille devant les progrès de mes enfants. Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi. Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans. Alors je les couvre de baisers. Mais j'ai parfois du mal à les gérer. Je leur ai appris à parler et puis à se taire. Je leur interdis les écrans. Mais je suis moi-même un peu addicte. Je leur parle de respect. Mais je ne cesse de crier pour leur dire d'arrêter de se disputer. Bref, je suis une mère contradictoire. Face à ce constat, je suis allée voir Anne-Claire Kleindist, psychologue clinicienne et experte en parentalité positive. J'ai compris que je n'étais pas la seule mère contradictoire, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et des pères aussi. J'ai donc eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre ces conseils pertinents et déculpabilisants. Anne-Claire écoute depuis des années les parents et leurs enfants. À travers son approche toujours bienveillante, elle les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Aujourd'hui, elle vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait, maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien. Au fait, dans la famille complice, moi je suis papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne, comment ça va? Bien, j'ai passé une bonne semaine. Ouais, c'est vrai. Mais c'est mon week-end surtout qui était super parce que je suis allée au parc avec mon fils. Et puis il était super beau et tout. Je me suis posée, il jouait et puis je regardais tous ces enfants qui jouaient. Et je me disais, mais c'est vraiment marrant, les enfants ils jouent tout le temps, ils font plein de choses, ils inventent des choses. Et du coup je me suis dit, tiens, je vois Anne-Claire bientôt, je vais lui poser la question, le jeu, c'est juste une occupation ou alors ça a une utilité pour les enfants? Les deux, mon capitaine. Je savais que vous alliez dire ça. C'est-à-dire que ça nous paraît assez évident que ça occupe les enfants, qui s'amusent en jouant, mais on ne mesure pas toujours à quel point à la fois ça va être un espace d'apprentissage, c'est-à-dire que vraiment en jouant, bien plus qu'on ne le pense, l'enfant apprend, il expérimente, il teste, il est en découverte et ben voilà, quand il fait tomber quelque chose par terre, il mesure la distance qu'il y a entre un objet et le sol, il vérifie des lois physiques, quand il tord des choses, c'est la résistance des matériaux qu'il expérimente, quand il triture, qu'il découpe, qu'il déchire, que tout ça, il essaye vraiment plein de choses. Puis il peut, quand il fait des puzzles, exercer son sens visio-spatial, sa motricité fine en découpant. Enfin, on a vraiment toute une fonction d'apprentissage, de développement des agilités. Et ça n'est jamais qu'un petit morceau de ce à quoi sert le jeu. De ce à quoi sert le jeu, ouais. Oui, parce qu'il y a aussi toute la dimension émotionnelle. Alors à la fois, ce que peut faire un enfant quand il a, par exemple, un trop plein d'affect, quand par exemple il n'en peut plus, il a une agressivité en lui parce que il a encaissé trop de choses dans la journée. Il a vraiment besoin là d'aller taper dans ce ballon, d'aller chercher son punching ball, ou alors de faire un jeu de guerre, quelque chose qui va lui permettre d'expulser, d'exprimer, de sortir de lui. Exactement, tout ce qui retient. Mais ça peut être aussi une situation qu'il a vécue, qui était difficile ou compliquée ou douloureuse, et qui va pouvoir rejouer en faisant un autre scénario. C'est-à-dire que, par exemple, il peut avoir blessé quelqu'un de façon, par la parole ou à l'école, et avoir besoin de rejouer quelque chose du côté de la réparation en étant une infirmière, un médecin, réparateur. Il prend le rôle, vraiment, il endosse le rôle de quelqu'un qui, dans la vie réelle, a cette fonction-là. Oui, et puis c'est comme une façon de rejouer l'histoire, en fait. Et nous, adultes,
Si on veut réparer un vécu, on va avoir besoin d'un hypnothérapeute ou d'un praticien en EMDR pour retourner dans la matrice, revivre ce qu'on a vécu et le revivre autrement. Ouais. L'enfant, très très naturellement, il a accès à ça en jouant dans la foulée quasiment. Pourquoi nous on perd ça? Pourquoi les adultes ne sont pas capables de... On pourrait se dire que nous aussi on peut se mettre à jouer pour revivre ou dépasser une situation. Pourquoi c'est pas le cas? Mais parce que nous, on a mis en place tellement de systèmes de défense et de protection et de couches. L'enfant, il est complètement perméable en fait, entre l'imaginaire et le réel, entre ce qu'il a vécu et ce qu'il imagine de vivre. Il est beaucoup plus perméable. Et du coup, il n'a pas de verrou, donc du coup, il est plus apte à tout à fait. couvrir tout ça. Ouais, c'est intéressant, et je me posais du coup aussi une autre question. Est-ce qu'il faut jouer avec ses enfants? Parce que mon dernier, là, il me sollicite tout le temps pour jouer, etc. Moi, avec les vies qu'on a super remplies, j'arrive pas toujours à trouver le temps. Puis aussi, moi, j'ai pas envie de jouer au Lego, de construire des châteaux forts, de jouer aux voitures. Je veux dire, ça m'intéresse pas, quoi. En même temps, je vois que ça lui ferait vraiment plaisir. Est-ce qu'il faut jouer avec ses enfants? Alors, est-ce qu'il faut l'enfant qui joue super bien tout seul, il n'a peut-être pas tant besoin que nous. Après, c'est la question de ce qu'on a envie de mettre dans notre relation avec eux. Et puis, c'est vrai que pour les enfants qui ont du mal à jouer tout seuls, qui ne sont pas très autonomes dans le jeu, là, ça va vraiment valoir le coup. Bien sûr, on peut toujours déléguer ça à une babysitter ou à quelqu'un d'autre, mais c'est chouette aussi de pouvoir le faire. Sauf qu'on va peut-être être réticent à le faire si, notamment, on a un peu peur que... on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine, par exemple. Ça, qu'on a un peu peur de mettre le doigt dans le truc et de plus savoir comment s'en défaire. Ouais. Et peut-être aussi qu'on peut ne pas avoir envie parce qu'on ne se sent pas si disponible dans notre tête ou compétent. Et avant de poursuivre, quand vous dites... un enfant qui n'est pas très autonome dans le jeu, ça veut dire quoi concrètement? Je ne me représente pas. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, parce qu'ils sont anxieux déjà, vont avoir vraiment besoin d'être tout près d'un adulte, de leurs parents, ou de quelqu'un pour... donc déjà, tout l'espace de jouer tout seul dans sa chambre, c'est plus compliqué. D'accord. Et puis, il y a des enfants qui n'ont pas, forcément développé beaucoup d'aptitudes à créer leur monde et à fabriquer des scénarios de jeu. Et là, ça vaut vraiment le coup, du coup, d'aller les rejoindre et d'initier des choses avec eux pour qu'ils se sentent de plus en plus capables et compétents de ce côté-là. Et du coup, je vais un peu redoubler ma question d'avant, mais comment en tant que parent, on peut encourager son enfant à jouer ou l'aider à jouer? Alors là, on a en discipline positive un magnifique outil. Personnellement, dans mon histoire de maman, il m'a été précieux un peu sur la fin de mon histoire de maman, mais je m'en suis bien saisie. On appelle ça le temps dédié. Et le temps dédié, c'est un moment qu'on va pouvoir choisir d'avoir avec son enfant, qui nous demande quand même à jouer avec lui. D'accord. Et qui va être un moment qu'on va vraiment protéger. C'est-à-dire que on va privilégier la qualité à la quantité. Donc, on va s'allouer le temps qu'on peut s'allouer. Donc, c'est aussi, dans un principe de réalité, un outil qui peut être sécurisant pour nous parce qu'on va lui dire... Je te propose qu'on joue de telle heure à telle heure. Enfin, selon qu'il est petit ou plus grand, on va lui donner des bornes qui va être à même de comprendre sur le temps qu'on va avoir. Donc, ça a un début, ça a une fin. Et par contre, pendant le temps où on va jouer ensemble, on va être complètement protégé de tous les assauts extérieurs. Donc, je choisis de laisser mon téléphone portable à l'extérieur de la pièce, de fermer la porte s'il y a d'autres enfants dans la maison, de laisser mon compagnon, quelqu'un d'autre, s'occuper des autres enfants. Et là... c'est comme un rendez-vous qu'on prend avec son enfant. C'est comme un rendez-vous d'amour. Et c'est en même temps, alors là, pour le coup, vraiment dans la bienveillance de rejoindre l'enfant là où il est, mais aussi dans la fermeté de lui poser des limites et de se protéger avec des limites. C'est-à-dire que je vais pouvoir y aller aussi parce que je sais que si je lui annonce une demi-heure, c'est une demi-heure. Une demi-heure, c'est fini, quoi. Et une demi-heure, c'est jouable. Peut-être dans mon emploi du temps, alors que 2 heures, ça ne l'est pas. Et du coup, ce qui va être aussi intéressant, c'est que ça va être aussi un outil pour lui de gérer la frustration. C'est-à-dire que s'il vient me tirer par la jupe ou le pantalon en me disant maman, je peux lui dire, ou papa, je peux lui dire, écoute, on se retrouve à telle heure, et là, on aura notre temps pour nous. En attendant, tu te débrouilles sans moi. Et pour le parent aussi de se poser, en fait, parce que d'arrêter cette espèce de rythme de la journée et de reporter à plus tard pour profiter, pour être dans un vrai moment de qualité de partage. Tout à fait. Et après, la dernière dimension que je trouve intéressante aussi dans cette proposition-là, c'est de laisser, une fois qu'on est dans le jeu, la possibilité à l'enfant d'être vraiment le chef du jeu. Autant dans la vie, il ne peut pas tellement être le chef. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il prend le pouvoir souvent en essayant de... On l'a vu, Voilà. Là, on va lui dire, c'est toi qui es compétent. C'est toi le plus compétent. Genre, on ne va pas lui dire ça exactement, mais on va lui dire, on joue à ce que tu veux.
Un vrai jeu de rôle. Dans les limites de ce qui est quand même acceptable. Oui, j'allais vous demander, on joue à tout. Non. Si on a aussi, évidemment, c'est aussi l'idée de se respecter encore une fois là-dedans, mais dans les limites de ce qu'on peut faire, tu choisis. Et puis dans le scénario, si par exemple on est dans un jeu de faire semblant, par exemple, ben, c'est toi qui me dis, mon personnage, que ce soit celui que je joue, le petite figurine que je tiens, le Playmobil ou autre, il fait quoi, il répond comment, c'est toi qui me dis le scénario. Et moi je t'accompagne dans ce jeu-là, mais c'est toi le chef du jeu. Et ça vient nourrir un besoin de contrôle qui ne peut pas toujours trouver à s'exprimer, qui vient être un peu sous la forme de prise de pouvoir dans le quotidien. Le plus on aura rempli ce besoin de contrôle dans le jeu à ce moment-là, sous notre contrôle quand même, le moins on aura de prise de pouvoir ensuite. Donc à tout point de vue, c'est intéressant. Là aussi, politique des petits pas. Si on ne l'a jamais fait, on peut le faire sur un quart d'heure au début. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé. Oui, en fait, ce qui compte, c'est de le faire et puis de prendre un temps vraiment agréable pour ça. Et de le vivre. Merci beaucoup, Anne-Claire. Avec plaisir. Et pour mieux jouer avec vos enfants, je vous conseille 100 activités avec papa pour favoriser les moments complices de 0 à 10 ans aux éditions Mango et les activités d'éveil des tout-petits de la naissance à 3 ans aux éditions Fleurus. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre « Petit décodeur illustré de l'enfant en crise » d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, par tirage au sort parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.